Merci déjà d'être là, on est très contents de partager ce moment avec vous. Samia, je vais te laisser peut-être commencer par présenter VetMakers, qui est vraiment un lieu atypique qu'on adore. D'ailleurs, on y habite. Bienvenue à VetMakers. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus, à part vous deux? Non, c'est la première fois. Soyez les bienvenus. Donc, c'est un espace qui existe depuis 6 ans, qui vit 7 jours sur 7. La semaine pour les professionnels et le week-end pour le grand public. La semaine, les professionnels expérimentent. Pour ça, ils ont leur bureau, ils ont des machines, on fait de la formation, et puis on amène des commandes qu'on fabrique avec des équipes plus ou moins nombreuses. Et le week-end, ce sont que des ateliers gratuits pour les enfants et leurs familles autour du numérique, du développement durable, et qui sont que des contenus originaux développés par les mêmes personnes qui sont en résidence. Donc vous pouvez venir visiter le week-end, venir proposer vos contenus et puis intervenir dans d'autres. Et voilà, aujourd'hui, je parlerai un peu plus de l'activité de formation qu'on fait, et puis peut-être comment nous, on a abordé la problématique du réemploi depuis une petite dizaine d'années, par ailleurs. Et merci beaucoup, Noura, d'être encore parmi nous et de venir. On est ravis d'accueillir cette Donc, Noura Paris, je suis la fondatrice de Carbon Saver avec Loïc, qui joue là-bas avec la caméra, et aussi notre directeur technique, qui est du coup à la caméra. Donc, Carbon Saver, c'est né de ma propre frustration professionnelle, architecte d'intérieur. Je ne savais pas si elle faisait un bon choix ou un mauvais choix, et si c'était vraiment grave ou pas à chaque fois, sachant qu'on a des milliers de décisions à prendre sur chaque projet. Et donc, ayant travaillé avec Loïc il y a quelques années, on a réfléchi ensemble à une solution pour que finalement les professionnels de l'architecture d'intérieur et plus tard de l'architecture aient une solution dans la poche, qui déjà va répondre à des questions très simples, très rapidement, et qui va progressivement répondre à des choses de plus en plus complexes. D'où le réemploi n'est qu'un sujet parmi d'autres pour réduire l'impact des bâtiments. C'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. J'ai pas écouté quand je parlais de la télécommande, donc du coup, j'ai fait donc les déchets du BTP, c'est important, et le second top en particulier, ça représente 10 millions de tonnes par an. Et on a une nouvelle réglementation qui arrive, qui s'appelle le diagnostic PEMD, mais qui va ne concerner qu'une partie des projets, puisque ça s'adresse à des échelles de projets qui ne concernent pas, par exemple, le projet d'habitation individuelle ou un certain type de surface dont Cyclelab va vous parler tout à l'heure. Et malheureusement, ce diagnostic que Cyclelab vous parlera tout à l'heure, il est très bien. Le principe, c'est que quand on arrive sur un nouveau projet, on va faire l'inventaire de tout ce qui peut être employé, et on va faire le point sur tout ce qu'on peut soi-même mettre à disposition des circuits de réemploi qui n'existent pas. Sauf qu'on reste sur de grandes échelles. Et le but de Carbon Saver, c'est d'abord de servir les projets délaissés. C'est pour ça qu'on a commencé par l'habitat individuel, avant d'aller progressivement vers des échelles plus importantes. Je ne vais pas trop m'étendre, mais l'idée de Carbon Saver, c'est d'appuyer sur 3 volets. L'aspect éducatif, l'aide à la décision et l'aide à l'exécution de dessin. Donc l'aspect éducatif que vous voyez là, c'est aujourd'hui la version gratuite de Carbon Saver à laquelle tout le monde a accès. Même un particulier peut y accéder parce qu'elle est vraiment très pédagogique, didactique, et le but c'est de vulgariser un maximum et de sensibiliser aussi le plus possible pour savoir si on a choisi le bon matériau, le bon revêtement, est-ce qu'on traite ces déchets de la meilleure manière possible, est-ce qu'on s'approvisionne dans un volume qui reste raisonnable ou pas au regard du projet qu'on est en train de faire. Donc cet aspect éducatif aujourd'hui il est disponible pour l'habitat individuel, il va s'étendre au bureau, au retail, à l'hôtellerie et à tout ce qui est construction. On a un aspect d'aide à la décision qui lui est encore en train de construire. L'idée c'est que sur un même écran on puisse jouer à la fois sur l'aspect budgétaire et environnemental, parce que finalement c'est le budget qui va aussi faire le projet en réalité. Et le décisionnaire, c'est le client. C'est pour ça qu'on a mis en amont cet aspect pédagogique, pour que votre client puisse aussi se saisir du sujet. Pour que vous soyez capable de lui retranscrire ce que vous êtes en train de faire dans un langage qu'il comprenne vraiment. Le décideur, ça peut être un particulier, mais sur un projet de construction, ça peut être un élu qui était sur un métier qui n'a absolument rien à voir avec la construction jusqu'au jour où il a été élu. Donc ça, c'est un élément important, c'est d'intégrer le décideur payeur
dans le processus aussi de choix et l'impliquer dans les choix environnementaux qui sont faits. Et pour l'impliquer, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font, tout simplement. Ensuite, il y a l'aspect budgétaire, qui reste une qualité matérielle pour tout le monde. Avec cette interface, l'idée, c'est qu'on puisse jouer sur les deux curseurs en simultané pour arriver à un résultat qui convient. Enfin, l'aide à l'exécution des dessins. Toujours en partant de l'habitat individuel, le constat, c'est que typiquement, si on ajoute un récupérateur d'eau, on va pouvoir alimenter les toilettes, les lave-linges, l'arrosage extérieur, alors qu'aujourd'hui, on met de l'eau potable. Ça représente 50% de la consommation d'un foyer, c'est absurde, mais ça demande du travail supplémentaire aussi. Donc, et puis peut-être une petite technicité, parce qu'on va séparer les circuits d'eau, etc. Il y a une manière de le faire. Et ça, l'idée, c'est que Carbon Saver vienne appuyer le travail du professionnel qui est sur des échelles de projet où il n'y a pas un énorme bureau d'études interne qui va ensuite faire ce travail-là. Parce que la réalité, c'est aussi beaucoup ça. C'est une profession où on est à plus de 70% en auto-entrepreneur ou entreprise unipersonnelle, tout ce que vous voulez. Et globalement, on travaille plutôt seul ou à deux. Et on a souvent des problèmes de délai. Et puis, à un moment, on a des limites aussi humaines, de capacité technique. On ne peut pas être pertinent et efficace et précis sur tous les sujets. Donc, l'idée de Carbon Saver, c'est de venir accueillir l'architecte. L'idée, c'est qu'il va uploader son plan et on va venir l'enrichir avec des éléments qui vont améliorer l'impact de son bâtiment. Donc, récupération d'eau, production d'énergie ou même l'isolation, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a une norme assez basique. Là, l'idée, c'est d'arriver sur quelque chose de simple qui va suggérer à l'architecte une solution. Toujours, pour tous ces cas où il n'y a pas de bureau d'études, et il y en a énormément en réalité, notamment en rénovation. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Studio Zéro, qui se trouve parmi nous. Donc, Studio Zéro, agence d'architecture qui a décidé dès le départ d'être dans le réemploi. Ils sont parmi vous parce que la solution, elle est parmi nous, tous. L'impact environnemental, c'est une problématique qui ne peut avoir qu'une réponse collective, et la symbolique de cette présence parmi vous, c'est ça, c'est que chacun de ces intervenants est assis parmi vous, il a bien partagé son expérience. Et voilà, je vais laisser la parole à Thomas et Mélou, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. On est le cofondateur de Studio Zéro. On l'a développé il y a 2 ans avec d'entrée de jeu la problématique de se dire qu'on veut consommer moins, ou en tout cas consommer mieux sur nos projets, sur tous nos différents projets, que ce soit l'architecture d'intérieur, mais aussi de l'architecture, on va appeler ça un peu plus grande échelle. Et on va essayer d'axer la présentation sur 4 thématiques qui semblent pour nous essentielles. La première des thématiques, c'est le diagnostic ressources, c'est comment on fait pour comprendre. La deuxième, c'est la dépose sélective, comment on fait pour le déposer, pour essayer de le replacer. Alors que ce soit des éléments qu'on pourrait récupérer sur le site, ou qu'on pourrait revaloriser en les mettant dans les filiales qui existent. La troisième grand axe, c'est celui d'aller chercher des matériaux qui ont un impact beaucoup plus positif, que ce soit les matériaux éco-construits, recyclés. Et la quatrième, c'est comment on met tout ça en œuvre, et surtout en termes d'architecture, comment on l'assemble pour, encore une fois, améliorer notre impact. Donc la première des thématiques, c'est le diagnostic matériaux. Et pour ce faire, en fait, on s'est rendu compte que quand on intervenait sur un site et sur un chantier, et ben on avait un peu un regard, nous, on avait tout de suite des intentions, on voulait récupérer certains matériaux, certains produits, mais on n'arrivait pas à savoir de quoi on parlait. Donc on a mis en place des fiches qui ressemblent à peu près à ça. Et donc sur chaque produit, on développe tout un langage qui est celui de savoir comment il est fabriqué, comment il a été posé, de quelle quantité on parle, exactement de ce que c'est. Et ces fiches produits, elles nous permettent d'avoir une grande base de données qui permet ensuite de concevoir un projet avec déjà, d'entrée de jeu, cette volonté de vouloir réemployer. Donc ça, évidemment, on l'envoie au client, donc lui, il se rend compte qu'il a une ressource à sa portée, ou en tout cas dans son projet, qu'il n'avait pas du tout comme vision quand il fait appel à nous. Donc cette fiche-là, c'est vraiment la base de notre développement de conception. Après, une fois qu'on a fait cette fiche, vient la dépose sélective. Donc on s'appuie sur nos fiches de matériaux ressources pour essayer de comprendre comment on fait pour les déposer, et toujours dans cet objectif de revaloriser. Alors, pour faire la dépose sélective, on est confronté à quelques problématiques qui sont déjà comment on fait pour faire une bonne dépose sélective, qu'il faut des personnes qui soient formées ou en tout cas qui soient intéressées par le sujet. On n'arrive pas avec une masse, on est un peu plus précautionneux, on travaille un petit peu comme si c'était de la dentelle, on vient décoller délicatement, essayer de revaloriser, stocker, donc il y a tout
tout un parcours un petit peu, pas du combattant, mais qui s'engage, c'est-à-dire qu'il faut réussir à le mettre dans un endroit, le protéger, en tout cas le protéger pendant la durée de conception, pour ensuite pouvoir s'en resservir lors du chantier où là on va vraiment développer notre projet. Donc cette problématique de dépôt sélective, excusez-moi, c'est le deuxième grand axe qui nous permet d'encore une fois essayer d'accéder à un chantier éco-conçu. Et on a deux thématiques qui sont le réemploi in situ du matériau, ça c'est ça, comment on fait pour le stocker sur site. Donc ça demande, voilà, on voit quelques images de référence où là on a tout de suite repéré des planches de bois qui ont été déposées, on les a entreposées dans un entrepôt qui n'était pas très loin pour ensuite refabriquer un plan de travail. Mais d'ailleurs, ce parcours-là, il nécessite entre le moment où on intervient et le moment où il s'est posé, il y a 4-5 mois de laps de temps. Il faut trouver cet espace logistique pour pouvoir le stocker dans de bonnes conditions. Et puis après, on on a la deuxième thématique qui est de se dire, une fois qu'on a notre diagnostic ressources et qu'on a des éléments déposés, si on ne peut pas les réintégrer au projet, comment on fait pour les ramener potentiellement dans une filiale, et notamment Cycle Up, qui va intervenir après. On travaille énormément avec eux, donc on leur distribue, on leur donne en quelque sorte ces équipements et on sait qu'ils pourront avoir une deuxième vie, même si elle n'est pas sur le projet, c'est toujours important de penser à ça. Et après, je vais laisser Amy présenter le projet et le bilan. C'est ça, donc en fait, une fois qu'on a fait notre diagnostic des matériaux qu'on va récupérer dans le projet, pour une raison ou pour une autre, on va devoir les emmener dans une autre filière de l'emploi. Je vais vous montrer des exemples de projets pour lesquels on a travaillé. Ici, c'était une cuisine à gauche existante. Donc on est allé sur place, on a fait un relevé, on a tout dimensionné, on a mesuré, on a compté le nombre de charnières qu'on peut récupérer, le dimensionnement du plan de travail, des caissons de cuisine. Et le but, c'était de pouvoir conserver tous les caissons de cuisine. Et c'est notre base de plan, c'est notre base de réflexion, c'est notre base de conception. Et grâce à ça, on a pu, ensuite, au niveau à droite, travailler avec des agenceurs qui ont pu nous proposer, on a travaillé ensemble, on a proposé une nouvelle cuisine avec les caissons qu'on a pu réemployer. On a pu aussi, pendant le chantier, pendant la phase chantier, mettre une boîte de stockage où on a récupéré tous les appareillages électriques qu'on a pu mettre dans les caissons pour tout ce qui est hotte, four, plaque, des éléments qui ne se voient pas. Et on a aussi récupéré toutes les charnières qu'on pourra utiliser dans notre projet. Un autre exemple de cuisine qu'on a réaménagé, on voit à gauche le chantier, l'existant. On a des caissons, une cuisine qui est d'époque et qui n'est pas notre cliente, pour des raisons esthétiques et des raisons fonctionnelles aussi. Donc le but dans ce projet-là, c'était aussi de pouvoir conserver tous les caissons. Donc on voit à droite les caissons réemployés, ce sont ceux qui sont là, pardon. C'est ceci. Donc on voit, on retrouve les tiroirs qu'on a pu récupérer, remettre ici. On a des façades de porte et on a comblé avec du bois de réemploi. J'en parlerai dans la slide juste après. Le but, c'était de ne pas acheter de nouveaux matériaux, des matériaux neufs, mais que de la récup. Et donc, pour ce projet-là, on a pu sourcer le bois avec la biennale de Pantin. Donc, il y a la biennale Émergence. On a pu voir dans l'expo qu'il y avait du CP qui était en état et qui a servi uniquement pendant la semaine de cette exposition. Et donc, nous, le but, c'était de convaincre les personnes qui ont organisé l'expo qu'ils puissent récupérer leur bois. Donc là, on voit sur cette image ici, notre cuisine de la slide précédente, où on a pu avancer le plan de travail, un îlot central et récupérer une cuisine. Donc voilà, le but pour nous, c'est vraiment, donc le réemploi, ça se passe in situ, avec des projets, avec des équipements, des matériaux qu'on peut récupérer dans le projet. Quand ce n'est pas possible, on va sourcer autre part les matériaux. Aujourd'hui, c'est important et c'est intéressant avec la montée des prix des matériaux de pouvoir se dire qu'on a une autre filière pour pouvoir récupérer des matériaux et des équipements. On expérimente aussi avec des nouveaux matériaux. On travaille avec des entreprises et des industriels qui peuvent nous proposer des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés aussi. Et donc, on joue avec les matières, on joue avec l'esthétique des matériaux qu'on peut connaître. À gauche, on a un plan de travail qui a été fait avec
avec un matériau qu'on trouve sur une échelle d'ici, qui est des bouteilles, des bouchons de bouteilles de lait. Donc on a un aspect un peu marbre qu'on peut retrouver dans les cuisines traditionnelles, mais aujourd'hui c'est du recyclage et c'est une esthétique nouvelle qu'on se réapproprie. Et à droite, on travaille aujourd'hui sur un projet avec une entreprise qui fait du béton d'huître. Donc c'est une maison qui se trouve en Normandie et c'est une maison qui se trouve en Normandie. On a un plan de travail qui sera fait avec les déchets de la main. Donc c'est toute une histoire qu'on raconte avec des matériaux qu'on va chercher. Aujourd'hui, ces matériaux ne sont pas forcément en vente. Donc on travaille avec les industriels pour pouvoir les proposer sur un projet, sur une chantier. On a une manière aussi qui est intéressante et qu'il faut mettre en avant quand on propose ces nouveaux matériaux. C'est la pose. Nous, on se dit que dans une optique de réemploi et d'économie circulaire, nos matériaux ils doivent être agencés de manière à ce qu'ils puissent être, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, être déposés aussi minutieusement. Donc pas de colle, voilà, des éléments qui sont agencés mécaniquement, qui sont avec des vis peut-être, avec voilà. Donc c'est une manière de travailler qui nous permet demain de pouvoir enlever les matériaux si on veut, sans les jeter à la poubelle. Et là, un dernier exemple pour terminer, d'un projet qu'on a pu réaliser au Brésil sur l'agencement d'une exposition, où le but, donc une exposition, c'est une temporalité très courte, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Le but, là, au Brésil, en plus, c'était de travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément la même langue que nous, mais qui ont cette même appétence pour le réemploi, pour l'économie circulaire. Et donc là, on voit sur la première image, c'est des portes qui ont été achetées et qui ont pu, à la fin de l'exposition, parce qu'elles ont été agencées et parce qu'elles ont été assemblées de manière très simple mécaniquement, les ouvriers ont pu les récupérer ensuite pour les proposer dans leur maison sur lesquelles ils vont travailler et ils vont vivre aussi. Donc ces portes ont eu un deuxième avenir à la fin de cette exposition. Voilà, je ne sais pas si tu veux... Non, c'est un peu ça, c'est que pour nous, l'économie circulaire et le réemploi en architecture d'intérieur, c'est plein de petites attentions. Et quand on conçoit, ça demande beaucoup plus de temps. Et c'est hyper important de le faire. On est très enthousiaste et très heureux de le faire au quotidien. Après, on est confronté à certaines limites, mais on tient nos combats et on a envie de les pousser jusqu'au bout. Alors là, c'est un petit panel de projets, mais tous nos projets sont faits avec plein d'attention. Et voilà, et on est heureux de présenter notre démarche parce que ça fait 2 ans, jour pour jour. Ouais. C'est chouette. Merci de nous inviter. C'est amusant parce que là, vous parliez d'un élément qui est arrivé et qui disait que ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. On va répondre une vraie question aussi, en fait, alors, avec l'emploi comme par gauche, c'est le client ça change, ça prend du temps, mais je pense que à parler justement sur la Olivia, oui. Du coup, bonsoir à tous. Je suis Olivia Coll, je suis architecte et chef de projet au sein de l'entreprise Cycle Up. Moi, je vais commencer par vous présenter Cycle Up, qu'est-ce que en fait, on propose comme outils et services. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur en fait, quelle est notre méthodologie, notre manière de travailler, notamment sur les projets en tant que pôle conseil. Voilà, qu'est-ce
C'est ce qu'on essaie de mettre en place tout au long du projet, de la phase de démolition à la phase conception jusqu'à l'exécution, pour que en fait, on arrive vraiment à aboutir à une démarche de réemploi. Oui. Ok. Donc CycleUp, en fait, on est à la fois une marketplace, une plateforme qui propose des matériaux de réemploi en ligne, avec toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire la temporalité de disponibilité, où est-ce que est situé le matériau, le prix aussi bien sûr, et les caractéristiques. Donc derrière, on a une équipe commerciale qui est là aussi pour répondre aux questions des potentiels acheteurs et qui fait le lien avec les gens qui mettent à disposition les matériaux. Alors nous, on travaille uniquement avec les professionnels, c'est de professionnels à professionnels. Et en fait, on arrive à toucher les particuliers, notamment grâce à des points de vue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi les professionnels qui font une interface avec les particuliers. Et en fait, voilà, c'est un outil très complémentaire pour le pôle conseil, dont je fais partie du coup, qui est une équipe aujourd'hui de 12 personnes et qui accompagnent maîtres d'ouvrage, architectes et même entreprises dans toute la démarche de réemploi au sein du projet. La genèse en fait de CycleUp, c'est 4 personnes, Sébastien Duprat, Kevin Bézon, Christophe Doudou et Vincent Gabier qui travaillaient chez GIS dans le pôle environnement et en fait il y avait ce constat d'un défi énorme sur des chantiers avec des ambitions en phase conception sur la qualité environnementale très importante, mais des matériaux qui partaient à la benne alors qu'ils avaient largement de pouvoir avoir encore une vie en œuvre. Et la première chose sur laquelle ils ont pensé ensemble, c'est de créer cette marketplace et après de créer des outils pour que les gens puissent utiliser cette marketplace qui est du coup le pôle conseil. Donc en fait, CycleUp est né en 2017 grâce à ICAD et GIS qui ont financé la start-up et ce qui a permis rapidement derrière à la marketplace en 2018 d'être créée. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on essaie de fédérer l'ensemble des acteurs au travers de cette équipe conseil et de la marketplace. Les maîtrises d'ouvrage, parce qu'en fait, on les aide à répondre aux exigences environnementales pour leurs projets. Les architectes, parce qu'on les accompagne en tant que DET, puisque en fait, la compétence en emploi est de plus en plus demandée au sein des projets. Les entreprises de démolition, parce qu'on les aide à trouver des solutions de valorisation, sur la marketplace notamment. Les entreprises de conception, parce que justement, quand il y a une demande d'approvisionnement en matériaux de réemploi, on essaie de répondre. Et enfin, les entreprises d'insertion, parce qu'on peut les mettre en relation avec les chantiers de démolition qui puissent offrir des prestations de dépôt sélectif. Voilà, donc comment on accompagne des acteurs pour mettre en place le réemploi dans les projets. En fait, tout le travail depuis ces 4 dernières années de l'équipe conseil, ça a vraiment été ça, c'est de sécuriser la démarche pour que tout ce qui est imprévu ou incertitude en début de projet, finalement, ne vienne pas perturber le déroulé d'un projet normal, surtout sur des opérations qui peuvent être parfois assez complexes. Donc, bien sûr, on essaie de mettre en place toutes les modalités de mise en œuvre du réemploi, qui sont le réemploi in situ, on en a parlé, le réemploi ex situ, ici, bien sûr, grâce à la marketplace, et aussi l'approvisionnement extérieur. Et ça, aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'il y a encore quelques années, l'approvisionnement extérieur, c'est quelque chose dont les maîtres d'ouvrage et les architectes ne voulaient pas entendre parler. Et aujourd'hui, petit à petit, on leur a montré que déjà le réemploi in situ, c'était possible, et donc pourquoi pas aussi des matériaux qui viennent d'autres chantiers. Donc, ça veut dire que ça demande un peu d'attention sur toutes les phases du projet. On avait cette discussion-là, et oui, on est là aussi en phase conception, et oui, on est là aussi en phase chantier, et pas que en phase chantier de mission, mais aussi en chantier conception. Tout commence bien sûr par le diagnostic ressources, savoir ce qu'il y a in situ, quel est le gisement disponible, quelles sont les ressources potentielles. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est le fameux diagnostic PEMD réemploi. Effectivement, j'y viens, la réglementation a évolué pour transformer le diagnostic déchets en diagnostic PEMD. Alors, à quelles opérations ça s'adresse? Les obligations, c'est des opérations de plus de 1000 m², donc ça veut dire une certaine échelle de projet. Mais on a quand même, nous, pas mal de maîtrises d'ouvrage qui, de manière volontaire, s'insèrent dans cette démarche dès lors qu'il y a pour elle un potentiel de projet, un potentiel de réemploi,
Et on voit beaucoup ça chez les foncières notamment, parce que c'est des projets qui font 200, 300, 400 mètres carrés, où il y a du mobilier, où il y a des super cloisons, où il y a des sanitaires en très bon état, des luminaires aussi, parce que le bail est renouvelé et les matériaux en fait vont partir à la donne. Donc là aussi, voilà, la démarche volontaire aujourd'hui est aussi assez répandue. Et à partir de une fois qu'on connaît le gisement, l'idée c'est d'établir une stratégie et des ambitions en matière de réemploi. C'est tout l'enjeu de la phase programme. Et notamment aussi savoir qu'est-ce qu'on peut approvisionner. Est-ce qu'il y a des matériaux qu'on pourrait approvisionner depuis d'autres chantiers. En phase conception, on est là généralement auprès des architectes pour justement les aider et en fait affiner les solutions de réemploi. On part en général d'un catalogue de solutions assez large, on ne se ferme aucune porte au début, mais l'idée c'est tout au long du projet, et notamment si c'est la phase pro, c'est d'affiner les solutions en faisant cette étude qu'on appelle économique et technique du réemploi. C'est-à-dire qu'on va essayer de chiffrer la dépose. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont nécessaires pour remettre en œuvre le matériau? Est-ce qu'il y a des essais sur les matériaux qui sont nécessaires? C'est-à-dire, est-ce que pour être sûr qu'en fait, il remplit les caractéristiques, enfin, les normes qui sont publiques aujourd'hui? On pourrait penser par exemple au feu plancher. Parfois, il y a des tests de réaction qui sont nécessaires. Et à la fin, on a le bilan économique du réemploi par rapport au neuf. Et là, on voit si dans l'économie du projet, finalement, c'est acceptable. Sachant qu'il y a des matériaux qui pourront être un peu plus chers que le neuf, d'autres qui seront moins chers. C'est peut-être ça aussi qu'on essaie de regarder en disant est-ce que globalement, le réemploi amène à un surcoût dans le projet? Et c'est aussi comme ça qu'on peut amener parfois à dire ce surcoût-là, on peut le supporter parce que ce matériau-là, il sera moins cher. Une des autres choses qu'on essaie de mettre en place, c'est de se dire, OK, on part sur une solution d'approvisionnement extérieur, mais imaginez l'impact économique, par exemple, sur les câbles, dans les bâtiments, on n'arrive pas à approvisionner le matériel. C'est quand même, il y a un risque économique dans le projet qui devient trop important, en fait. On apporte des solutions pour compenser ce risque en prévoyant un approvisionnement en neuf pour qu'il y ait un basculement, par exemple, qui soit possible. Donc, une fois qu'on a un peu encadré justement le réemploi sur ce qui est faisable, à quel prix et quelles sont les solutions en cas d'échec sur certaines solutions d'approvisionnement et de remise en œuvre, il y a la phase d'exécution. Et en fait, on va dissocier la question du chantier de démolition de celle de conception. En fait, en démolition, aujourd'hui, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les cas de figure où on est en présence, par exemple, d'une entreprise d'insertion qui a des compétences. Et donc, en général, ça se passe très très bien parce qu'elle est très attentive, et c'est toujours en fait, que les matériaux soient déposés et qu'ils conservent toutes leurs caractéristiques et leurs performances. On a des entreprises des démolitions plus lambda qui n'ont pas forcément la compétence en interne, et là on est là pour les accompagner et vérifier que justement tout se passe bien, que la zone de stockage aussi soit bien organisée sur le chantier et que les matériaux soient isolés, ni perdus, voilà. Et en phase conception, généralement, en fait, on va être là surtout au début pour pour prendre connaissance de où sont les matériaux qui doivent être réemployés et surtout pour s'assurer et se mettre tous d'accord sur le fait que ces matériaux-là, ils sont bien réemployables ou que les travaux de remise en état ont bien été effectués. En général, ça fait aussi l'objet d'un marché. Et on insiste sur le fait que la remise en œuvre d'un matériau de réemploi ne doit pas différer de celle d'un matériau neuf. En fait, tout ce qui est préparation à la remise en œuvre, c'est quelque chose qui est à part et qui se fait avant. Voilà. Et l'idée derrière aussi, c'est de fournir un bilan de l'opération, d'être transparent sur peut-être les difficultés qu'on a pu rencontrer dans une logique de capitalisation et d'amélioration, mais aussi sur les succès et quel est justement le bilan environnemental et économique de l'opération. En fait, les images qui sont en dessous, c'est par rapport à quels sont aujourd'hui un peu les cas de figure de réemploi dans le bâtiment. En fait, quand on fait les ateliers avec les architectes en phase conception, on insiste toujours sur le fait qu'il y a 3 manières de voir faire du réemploi des bâtiments. Il y a le réemploi qui va peut-être participer à l'identité architecturale.
c'est plutôt visible, donc ça va être effectivement de la transformation, de l'upcycling, de l'immobilier, parfois des matériaux de façade aussi, ça peut être dans les espaces publics, dans le paysage. Il y a aussi le réemploi qui est invisible. Tu parlais de chemin de cap tout à l'heure, mais voilà, où il y a vraiment, on ne verra pas, les dalles de plancher, ça c'est une projet qui est efficace et qui permet de lancer la filière de conditionnement de plancher par exemple. Et ensuite, il y a un peu le réemploi du quotidien. Là, on voit les locaux de CHRS qui ne sont plus dans ce et qui ont fait de l'emploi mobilier. En fait, voilà, c'est pas des objets qui ont une identité architecturale extraordinaire, mais c'est un peu des objets du quotidien. On parle aussi des sanitaires, qui étaient en bon état et vous avez toute la chance pour avoir les choses. Ça, c'est un extrait d'un diagnostic ressources tel que nous, on a l'habitude de le faire. Et en fait, ça me permet de souligner un point, c'est qu'effectivement, on a parlé de cette évolution réglementaire du PVLD. C'est pas mal, parce que ça vraiment, le point positif, c'est que ça permet de souligner qu'il faut rentrer dans une démarche de prévention du déchet et pas seulement de valorisation du déchet, en désignant dans l'inventaire tous les matériaux qui sont réemployables. Mais aujourd'hui, la loi ne va pas très loin dans la mesure où elle ne demande pas de fournir beaucoup d'informations sur ces matériaux, hormis de les désigner et d'éventuellement souligner les pistes de valorisation des produits. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de faire un diagnostic où on peut exploiter les données, c'est une vraie chance que ces matériaux soient réemployés. Donc, ça veut dire fournir les caractéristiques de tous les matériaux qu'on a identifiés comme réemployables, donc les caractéristiques dimensionnelles des papiers, par exemple, on va essayer de prendre en photo l'étiquette, c'est pareil sur les équipements techniques, de prendre une photo, c'est la meilleure manière de l'identifier, de bien le localiser dans le bâtiment, parce qu'on a un bâtiment de 3000 m², qu'on prend une occurrence, on ne sait pas où aller, on la retrouvera jamais. Derrière, mais aussi d'anticiper un peu l'économie, enfin l'impact de l'emploi sur l'économie du projet. Donc on fournit généralement le prix de dépôt estimé et le prix de revente sur notre plateforme. Donc, ce prix-là, en fait, on les a vus grâce au savoir-faire qu'on a dans les projets, en capitalisant à la fois sur les sociétés des entreprises qu'on voit passer, et le prix de vente, on les capitalise sur les ventes qu'on a vues sur la plateforme. Et d'emblée, ça permet de voir s'il y a un équilibre économique possible, en fait, sur la rentabilité du matériel. Ça, c'est un exemple de planning de projet. Et en fait, on peut justement de dire, bon, voilà, à chaque taille, où est-ce qu'on s'en sert et voilà ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Donc ça, c'est vraiment en début de projet, de montrer à la maîtrise d'ouvrage comment on va intervenir et l'impact sur le planning et le résultat du projet. Il y a une chose qui est importante ici, c'est le cap 6, c'est la recherche des preneurs. En fait, la recherche des preneurs, c'est idéal, c'est toujours de la faire au moins 3 mois environ avant le début du chantier de dépose. Pourquoi? Parce que ça donne une vraie chance aux matériaux d'être visibles par le maximum en fait, d'acheteurs potentiels et d'organiser un peu la logistique autour de la dépose. Ça veut dire qu'en gros, au début du chantier, on sait si les matériaux vont être déposés ou non. Et nous, l'habitude qu'on a prise, c'est de ne faire déposer que les matériaux qui ont trouvé preneur. Donc il n'y a pas de dépose par défaut qui vont générer des surcoûts. C'est qu'ils déposent des matériaux, voilà, là il y a un preneur pour 15 lavabos, 60 mètres carrés de plancher et 300 mètres linéaires de cloison. Et ben voilà, c'est le périmètre de l'emploi. Généralement, on fait en sorte qu'il y ait deux avant le reste du tirage, pour pas justement mélanger les flux de déchets avec les flux de matériaux. Et le reste du chantier se passe finalement assez normalement. Là, c'est par rapport à l'étude. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, je disais tout à l'heure, on étudie la faisabilité technique des solutions d'emploi. Et derrière, en fait, l'idée, c'est de discuter avec les contrôleurs techniques. On travaille quand même pas mal sur des bâtiments type bureaux ou logements. Pour vérifier avec lui que le protocole de requalification sera validé. Il ne fera rien, il ne fera aucune réserve ou remarque dans son
Ça veut dire que nous, il faut que chaque solution regarde les normes en vigueur, donc les normes et compagnie, pour vérifier que nos matériaux ils auront bien les mêmes performances qu'un matériau. On a un peu de recherche, etc. Et à la fin, on s'entretient avec le contrôleur technique qui nous dit ok, moi je valide le protocole ou je veux d'autres tests. Par exemple, voilà, on a sur ce bois-là, par une reconnaissance visuelle, moi je veux être sûr que finalement ce soit telle essence, donc il faudra un test supplémentaire. Et d'autres diront non, mais moi ça me va très bien. Peut-être comme alertérieux, donc ils ne demandent pas d'actions supplémentaires. Et derrière, l'enjeu, c'est de traduire ce protocole dans les CCTP en clause de marché au sein des différents marchés. Donc, CCTP de dépose, mais aussi CCTP du lot zéro si on a un, ou les lots concentrés par la régulation. Je vais finir sur la plateforme. En fait, notre plateforme, je vous disais tout à l'heure, elle est ouverte aux professionnels du bâtiment. L'idée, c'est que nous, en fait, on alimente avec les projets sur lesquels on fait des diagnostics, et que aussi elle soit alimentée par les professionnels du bâtiment, et que les professionnels du bâtiment puissent s'approvisionner en matériaux. Voilà. Ce qu'on essaie de développer, c'est la traçabilité des matériaux et la garantie en fait, des matériaux. Bien sûr, un matériau de réemploi, il n'a pas la garantie produit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est la garantie que fournit le fabricant quand le matériau est neuf. Et donc, du coup, on a essayé de pallier à ça en créant la garantie Cycle Future, en fait, qui est une garantie aujourd'hui de 2 ans. Donc, par contre, elle ne s'applique pas à tout ce qui est équipement technique et tous les couverts, donc principalement ce qui touche à la d'étanchéité et au gros mais elle couvre bien les luminaires aussi. Et en fait, cette garantie, ce qu'elle va faire, c'est que s'il y a un dysfonctionnement du matériau pendant 2 ans, il y a un remboursement et elle couvre aussi les dommages ouvrages en amont. L'autre chose, c'est la traçabilité. Dès qu'il y a un achat, il y a une facture, donc on connaît l'acheteur, on connaît le vendeur, un bon de commande, un bon de retrait. Donc ici, les matériaux disparaissent pas dans la facture, il y a bien une trace de le business model de la taille de course, aujourd'hui on est à 20% de distribution. En fait, la mise en ligne elle est gratuite. Tout le monde, à partir du moment où vous avez un SIRET et que vous créez un compte, vous pouvez mettre en ligne vos matériaux. Et en fait, nous, on se rémunère sur un pourcentage de la vente. Et effectivement, c'est vrai, pardon, je parle de réfléchissant, c'est pas efficient, c'est si en fait, vous mettez en ligne et qu'il n'y a aucune assistance de notre côté sur la mise en relation avec les potentiels acheteurs. C'est juste quelqu'un consulte, qui trouve votre annonce et du coup, il y aura via la plateforme de la aujourd'hui, en 4 ans, en fait, on a eu de nombreux partenaires et en fait, côté proposé, on a plus de 250 projets. Vous avez qu'on a accompagné et on espère que ça va continuer. Et que voilà, c'est ce rôle de fédérer les acteurs pour continuer à le développer. Merci Pauline. Alors, le taux opérationnel est bien déterminé. On a le potentiel. Et le taux commercial, on a des commerciaux derrière des comptes qui travaillent pour justement trouver des preneurs sur une diversité. C'est comme ça, pardon. Alors, justement, en fait, le fait que nous, on ait des projets en cours, ça veut dire, il y a des besoins dans ces projets-là. Donc, nous, on fait surtout la demande alliée dans nos projets, en fait. Et on va aller faire ce qui est possible. De la mettre en œuvre, parce qu'en fait, on a une visibilité et c'est des diagnostics toutes les semaines. Donc, on sait ce qui est un peu difficile. Et c'est selon un peu aussi cette connaissance-là que dans nos projets, on est capable de dire là, cette solution-là, franchement, il n'y a pas beaucoup d'idées, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui dans le bâtiment de données.
Et ça, ça c'est très risqué. Donc, ça veut dire qu'il va un petit peu anticiper l'approvisionnement. Et donc là, il y a des solutions. Soit on commence à chercher les matériaux très tôt, et la maîtrise d'ouvrage décide de l'acheter elle-même. Par exemple, là, sur un projet de logement à Nantes, on doit approvisionner 3000 m² de plancher en bois massif. Et donc, la maîtrise d'ouvrage, elle a décidé d'approvisionner petit à petit le plancher. Et elle a même fait un partenariat avec un menuisier pour que si il y a du travail à faire sur ce plancher-là, de poussage, ergométrie, etc., voilà, ce soit possible, c'est une prestation qui est déjà faite et intégrée du projet. On va suivre notre famille, on va passer à l'intervention de Samuel Merci aux étudiants. Samuel, j'ai choisi de vous présenter des images. Je n'ai pas de support. Déjà, je vais remercier les intervenants de la qualité. C'est très impressionnant. Je vais vous parler un peu de la formation et je vais vous parler un peu à quoi ça m'a fait un peu penser en vous écoutant. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de concepteurs. Donc, on ne va pas spécialement parler de l'environnement réglementaire et normatif qui a quand même pour vocation à pouvoir faire bouger les lignes. Et on n'en a pas encore tellement, mais de mesures incitatives économiques qui peuvent également pouvoir faciliter. C'est hyper intéressant aussi là de se dire avec des concepteurs ou une marketplace comme CycleUp, c'est que là, les solutions qui sont inventées et à trouver aujourd'hui, elles sont sûrement, c'est sûrement plus difficile de le faire maintenant que de le faire dans 10 ans. Parce que là, aujourd'hui, on travaille sur un parc bâti, donc je crois que le renouvellement du parc bâti en France, c'est 1% par an, donc la durée moyenne d'un bâtiment est de 100 ans. À l'époque, l'éco-conception, le réemploi des matériaux, donc, il y a 200 ans, oui, il n'y avait pas de problème, mais là, les 100 dernières années, on a oublié que ça existait. Donc, on est sur une qualité du patrimoine architectural où c'est très, très compliqué de pouvoir réemployer. C'est pas facilitant. Sur des types d'ouvrages qui sont vraiment très, très standardisés, comme le bureau, c'est plus facile d'arriver avec des éléments de massification parce que c'est conçu comme ça. Et sur des thématiques de logement, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, enfin voilà, il faut dire que tout ce qui est déchiffré, défriché, et tout ce qui est inventé aujourd'hui, voilà, ça c'est un gage et ça vous facilite la vie des gens, des concepteurs qui viendront après vous. J'aimerais pour ça, merci pour eux. Et puis, alors, je voulais revenir un petit peu, ça me faisait penser sur du coup, les processus créatifs, notamment sur les différents processus créatifs qui sont particuliers au réemploi. Parce qu'on a dit réemploi, mais on a vu déjà dans les images qui étaient montrées, il n'y avait pas que du réemploi, il y a plein de choses un peu différentes. Et donc, de manière générale, c'est notre relation à la matière et à comment on la considère qui est transformée. Alors, des fois, on parle d'allongement de la durée d'usage, des fois, on va détourner l'usage, des fois, on va réemployer mot pour mot. Et je vais donner un ou deux exemples qui sont un peu différents. Alors, vous avez vous pouvez réemployer usage pour usage. Après, vous pouvez avoir des choses qu'on ne peut pas réemployer, donc on va essayer de retrouver, transformer l'élément pour avoir une brique qu'on est capable de réemployer et de démultiplier. C'est pas de l'architecture, parce que là, du coup, je suis dans un endroit où il y a, même si je viens du monde de l'architecture, j'ai fait un truc plus de traîner avec plus des designers ces dernières années. Et donc, là, une sculpture des oiseaux bizarres qui est à l'entrée, en fait, c'est le principe de dire il reste que les deux bouts de plancher qui sont à chaque fois recalibrés à la même dimension pour recréer une unité de base quand on avait une variété de matériaux qui était très différente, pour recréer une unité dans le matériel pour pouvoir le réemployer. Donc c'est une manière de dire quand on a une variété de matériaux, comment on vient unifier pour pouvoir recréer de la réemployabilité et recréer du volume. Je vous montre un autre, je parle de deux tabourets. C'est vraiment rien. Ces deux tabourets, c'est de l'architecture. Mais ces deux tabourets, ils sont exactement identiques. Exactement, c'est les mêmes tabourets. Même s'ils n'ont pas la même forme, même s'ils n'ont pas la même taille, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vient, dans le processus du design, on ne design plus des objets, mais des procédures d'objets.
C'est-à-dire qu'on veut que ce soit un objet qui prenne 70 kg, qui puisse avoir une surface d'assise, un certain nombre de caractéristiques techniques qui sont prédéfinies. Et après, on va, en fonction de la variété des matériaux disponibles, là on est sur du paramétrique, donc avec le grasshopper, qui va adapter, on va donner les dimensions des éléments, et on va adapter la forme des objets en fonction des stocks disponibles. Donc par rapport à la manière de travailler, on parle de dire qu'une des différences, c'est qu'on va essayer de réfléchir à partir de la matière disponible pour pouvoir concevoir et pas forcément faire que du remploi porte pour porte, mais également redonner de la qualité architecturale, redonner de la créativité. C'est aussi une des formes qui est hyper intéressante, c'est de concevoir en fait comment mon projet devient une procédure de projet, ce que j'ai aménagé, et comment en fait il peut avoir la souplesse de s'adapter aux matériaux que je vais rencontrer. Toujours la meilleure manière, c'est si j'ai une idée plus ou moins rigide de ce que je veux faire, c'est qu'il faut du coup un temps pour sourcer les matériaux qui est d'autant plus grand. Et si j'ai moins de temps, il faut que ma procédure d'adaptabilité elle puisse être le plus courte possible. À quoi je pensais d'autre en autre élément, donc ça c'est si on prend l'intérêt du numérique. Alors il y a pas mal de gens qui travaillent sur la conceptualisation qui vont du coup, pour pouvoir faire ça, un peu comme vous disiez sur les planches en bois, qui vont gérer leur stock. Et donc ils vont pouvoir en fait, créer de plus en plus de stock qu'ils vont pouvoir gérer. Alors pareil, c'est des archives qui ont mal tourné. Ceux qui ont fait des chaînes là-bas qui s'appellent Pinch Your Waste. Eux, le principe, c'est qu'ils vont récupérer de manière assez systématique plein de gisements et ils vont numériser l'ensemble de leur stock. Donc, ils vont avoir que des pièces disparates, mais ils vont avoir une connaissance précise de leur stock en éléments. Donc, à partir de là, ils arrivent à faire le matching en combinaison, toujours en combinaison, entre les volumes de gisements disponibles avec leurs disparates et les objets de conception. Et ils sont capables de faire le rapprochement. Aujourd'hui, ils le font à la main, mais ils automatisent pour arriver à faire des rapprochements de plus en plus rapides entre les volumes de stock et les opportunités. Et donc, ce sont des gens qui viennent d'archi, qui sont de plus en plus archi-constructeurs, parce que quand on arrive sur des process comme ça, c'est des choses qu'on affine de plus en plus. Donc, vous voyez, depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus d'archis qui se sont mis à refabriquer. Alors, moi, je fais une partie des gens qui se sont mis à fabriquer, et plus à gérer les lieux qu'ils ont fabriqués. Donc voilà, donc ça c'est un autre élément important. Après, donc voilà ce que je peux dire un peu. Donc, alors aussi une autre, quand je reviens aussi, pour vous dire, il y a des gens qui vont faire une analyse un peu ingénieure de la matière pour la caractériser en fonction de ses caractéristiques physiques. Donc du coup, on va pouvoir après du coup, faire du matching comme ça pour pouvoir le renseigner. Il y a après des gens qui vont travailler sur ce qu'on appelle les propriétés émergentes des matériaux, parce que pendant très longtemps, on a travaillé sur des matières qu'on employait pour tel usage et pas pour un autre usage, le détournement d'usage. Là, on parlait de détournement. Voilà, il y a le fait de la faible capacité d'utiliser, que ce soit des glucoses sur des biomatériaux, que ce soit des NAC ou des silices qui sont piégés dans d'autres matériaux, comment on vient réutiliser d'autres propriétés. Donc, il y a un travail d'expérimentation par la matière qui permet de générer une nouvelle matière. Le travail in situ génère ça. Et puis après, on voit, il y avait la question toujours de l'esthétique qui est liée. Est-ce que cette esthétique, elle doit être manifeste? Est-ce qu'elle est invisible? Est-ce qu'elle est visible ou pas? Et voilà, après, à chaque fois que je vois la pièce avec les parements de bois qu'il y avait tout à l'heure, ça me fait penser du coup à Piet van Eyck, qui est une référence du design hollandais à connaître. Voilà, avec tout le travail sur qu'il a fait sur les patchworks de menuiserie, qui est devenu maintenant une espèce d'icône de comment je remploie des fenêtres. Voilà, et qui est devenu un élément signature de l'enfant. Et donc ça, c'est une image, mais il y a énormément d'autres images comme ça qui sont à créer à travers ces nouveaux processus. Forcément, on va détourner l'usage premier de la matière et donc on va créer de nouvelles formes d'esthétique. Et ces formes d'esthétique, à partir de leur démultiplication, on accompagne également le changement d'usage et la prise de conscience de la part. Voilà, et puis du coup, je voulais vous parler du coup de la formation. Donc, nous, on est organisme de formation. On est devenu organisme de formation à force d'accompagner des gens qui allaient travailler sur la matière et qui, du coup, en tant qu'entrepreneurs, allaient développer un certain nombre de compétences spécifiques
à comment on design avec la matière, et donc de l'identification de ces compétences spécifiques, on est devenu organisme de formation. Donc on a créé une première formation qui s'adresse plutôt aux architectes, aux ingénieurs, qui s'appelle Designer Circulaire. Elle a lieu tous les ans de janvier à mars. On a le plaisir d'avoir une personne qui a rejoint Circulaire qui a fait cette formation. Et puis là, on est en train, donc là, on est plutôt sur des gens qui vont pouvoir, du coup, ce qu'on a bien vu aussi dans la présentation de Nora, c'est que le lien entre conception et économie, il est hyper important. Donc, et je peux donner après Circulaire, le lien entre économie, environnement de partenaires, soit pour sourcer, soit pour redistribuer. Donc, la logique d'écosystème, de gestion de conception autour de la matière et de gestion du prix, elle est complètement indiscutable, et donc il y a un certain nombre de compléments. Et la deuxième formation, celle qui s'appelle Valoriste polyvalent, là, on est parti d'une autre analyse, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que dans le BTP, on parle autour de la déconstruction sélective, dans l'alimentaire, autour de la gestion de tout ce qui est du compostage, dans les biens de consommation, en fait, plus généralement, ce qu'on appelle le métabolisme urbain, de ce que la ville consomme, la ville produit, la ville rejette. En fait, sur tous les mécanismes de l'économie circulaire qui visent à réintégrer les matériaux, à leur redonner une seconde vie ou à recréer de la valeur à partir de ce qu'on avait pris, il y a un certain nombre de compétences qui sont transverses et qu'on va retrouver dans tous les différents champs de compétences, que ce soit l'alimentaire, le BTP, les biens de consommation. Donc on a travaillé avec différents organismes de formation qui sont spécifiques de chacune de ces filières, BTP, alimentaire et biens de consommation, pour voir ce qu'il y avait de commun, ce qu'il y avait de spécifique dans chacune. Donc on crée aujourd'hui une de ces premières formations qui va avoir lieu à l'Académie du Climat, et on va l'idée de former 200 personnes d'ici sur 2 ans autour de ces métiers-là. Et donc ils vont avoir, en fait, on va être formés à 4 métiers. Ils vont aussi bien savoir faire de la dépose sélective, de la préparation au réemploi pour la partie BTP, que d'être guide et maître composteur pour la partie alimentaire, que assistant valoriste sur les biens de consommation, savoir analyser la qualité des biens, comment on les valorise et comment on les remet, et puis également être éco-animateur, donc être en capacité de provoquer le changement, l'adhésion parmi soit des clients professionnels, soit parmi des usagers. Et donc, voilà, on retrouve toujours la même séquence, hein, qui est l'identification, la classification, la collecte, le transport, la repréparation, la valorisation, la communication et la vente, qui sont en fait des compétences qui sont transverses et qu'on trouve dans chacun. Et voilà, donc on commence à l'Académie du Climat. Et donc, si vous voulez prendre des stagiaires, si vous voulez recruter, donc c'est une formation qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de préqualification préalable. Donc on vise principalement notamment des décrocheurs scolaires ou des jeunes qui n'ont pas voulu. Donc c'est un métier qui ouvre à 4 métiers différents où on peut aller bosser dans plusieurs et après aller se spécialiser. Et pour montrer aussi que les préoccupations que vous avez aussi aujourd'hui dans le BTP, en fait, en analogie, on peut retrouver les mêmes dans différents domaines, et c'est cette capacité aussi à voir quelles innovations se passent dans un domaine et à savoir les transposer dans d'autres qui peut aussi continuer à nourrir la réflexion. Et donc voilà ce que je veux. Vous êtes les bienvenus avec DeckMaker la semaine. Un dernier truc, parce que aussi on est sur un projet passionnant avec les 2 personnes qui sont là-bas. Donc on travaille autour de l'éco-scénographie, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, je vous ai dit un peu, mais sur l'éco-conception des scénographies et de la muséographie. Très bien. Et donc voilà, on travaille sur un outil, sur la mise en place d'une plateforme, à pas vous faire de l'ombre, qui est une plateforme apprenante entre professionnels, autour de l'éco-conception et des nouveaux matériaux du réemploi des matières. Donc c'est plutôt une dynamique collaborative qui va regrouper maîtres d'ouvrage et concepteurs pour se donner des projets exemplaires, savoir comment tirer des enseignements de ça et rentrer dans une démarche de mieux connaître les matériaux, d'apprentissage et de changement des pratiques au sein des donneurs d'ordre des concepteurs. De nos maîtres d'œuvre de la partie matériaux. Voilà. Merci. Merci pour la qualité de vos interventions. Et DeckMaker, vous avez plein de surprises, il se passe plein de choses. J'ai fait dame pipi,
J'ai sauvé une femme dont la robe était emprisonnée dans son dérailleur. C'est incroyable. Les ciseaux doivent revenir normalement, mais c'est pas sûr. Maintenant, donc on va passer la parole à Olivier. Donc, Olivier Senil, qui fait partie du WinLab, du 3CABTP. Donc, c'est plein d'acronymes. On va décortiquer ça, le temps qu'il soit présent en live. Donc, le 3CABTP, ça a 90 ans, c'est ça, hein? Non, mais il peut hocher de la tête, il m'entend? On entend parfaitement, un peu plus jeune. Bref, ça a bientôt 100 ans. Et en fait, c'est l'association, l'organisme qui chapeaute la formation des artisans en France, que ce soit Compagnons du Devoir ou tout ce qui est CFA, formation des apprentis. Ça représente 100 000 artisans par an. Et on a beau avoir de super idées, s'il n'y a pas d'artisans en vous pour les mettre en œuvre, il ne se passera rien. Donc c'était très important de les avoir avec nous aussi ce soir. WinLab, c'est la partie innovative du 3CABTP, dont on fait partie aussi, on est un peu dans tout. Et avec eux, on travaille aussi à fournir finalement peut-être la version pédagogique de l'Inventiveur aux artisans pour que chacun de leur corps de métier, il est dans la poche de et d'une manière aussi qui soit pour le client, parce qu'il y a tout le monde par les projets de particuliers, encore une fois, se passe sans architecte, c'est directement monsieur, madame qui appellent un artisan et qui vont négocier avec lui leur projet. Et c'est important que l'artisan aussi soit capable de les accompagner, de les conseiller. Olivier, c'est à toi, on va couper mon micro, donc on n'entend plus que toi. Ouais, je vais te passer la main. Est-ce que tu as une présentation que tu veux partager? Si tu veux, tu peux partager. Là, tu peux prendre directement la main. Si tu peux partager ton écran, comme ça on fait le test. Alors, si tu peux partager. Et je vais couper mon son pour te le mettre. Alors, en principe, vous devriez m'entendre. Donc là, normalement, on te voit et on t'entend. Super. On va lancer le diaporama. Et en principe, vous me voyez, vous m'entendez. Et vous voyez on mon te écran. voit et on t'entend. Et est-ce que vous voyez mon écran? Et on voit ton écran. Toutes les conditions sont réunies. Bonjour à tous et puis bravo à pour les présentations, les explications qui ont été données. Merci à toi, Nora, pour le préambule sur le 3CABTP, qui, dans le texte, est le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le BTP. C'est une dame d'un certain âge, puisque c'est une dame qui a eu 80 ans cette année. Et comme tu le disais tout à l'heure, Nora, c'est aujourd'hui près de 100 000 apprentis qui sont formés chaque année, puisque pour former au métier du BTP, il y a deux voies. Il y a la voie effectivement de l'éducation nationale, donc le lycée professionnel, et puis la voie beaucoup plus répandue de l'alternance en cadre de l'apprentissage et de la formation continue. Ça se passe dans les CFA, parce qu'on est traditionnellement les CFA, et le 3CABTP va accompagner près de 900 établissements qui forment des jeunes. Alors, beaucoup d'infrabac, CAP, BP, puis des BTS et puis des diplômes d'ingénieurs sur les métiers de la construction. Moi, je m'occupe du développement des partenariats du WinLab, mais on va parler dans 2 secondes. Je voulais juste faire un petit avant-propos. J'avais prévu de vous faire un direct. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran et si tout est toujours bon. Samuel, est-ce que tu peux me faire un petit pouce levé pour m'assurer que tout est nickel? Tout va bien. Super. J'avais prévu effectivement de vous mettre un petit contexte. J'habite à Montréal, donc là je vous parle depuis Montréal. Il est 14h20, 25 pour moi. Je pensais être dans les rues de Montréal, c'est ce que j'avais prévu, mais je n'avais pas compté sur la météo qui m'a totalement abandonné aujourd'hui. Lâchement, il pleut, ce qui n'est pas plus mal pour les plantes de Montréal. Alors, on n'a pas encore ces feuilles rouges, ça s'en vient. Sinon, allez, dans 2-3 semaines, on va avoir ces feuilles rouges dans les rues de Montréal, mais ça ressemble à ça. En tout cas, ça ressemble à ça à peu près 364 jours dans l'année. Mais il y a un jour très précis, c'était mon avant-propos, où ça ne ressemble pas du tout à ce visage idyllique. Ça, c'est le 1er juillet. Et le 1er juillet, c'est quelque chose de très particulier, c'est peut-être unique au monde, mais depuis 1972, les loyers, en tout cas les baux, prennent échéance le 30 juin, et le 1er juillet, c'est le fameux jour des déménagements. Alors, pourquoi je vous partage ce visuel? En tout cas, ces photos des rues de Montréal.
c'est que le 1er juillet est peut-être le premier jour ou le jour le plus important du réemploi ici au Québec, puisque les gens vont déménager tous ce jour-là, lorsqu'ils déménagent le 1er juillet. En tout cas, c'est 20% de la population de Montréal qui bouge le 1er juillet. Et dans les rues, c'est comme ça. On va retrouver du mobilier, on va retrouver des éléments de cuisine, des éléments également de bois et autres qui vont être entassés pendant 48-72 heures. Et pourquoi je dis que c'est peut-être le premier moment du réemploi, c'est parce que beaucoup d'individus vont se rééquiper le 1er juillet et profiter de cette aubaine, puisque les Québécois et les Canadiens en général sont des individus qui vont déménager environ tous les 5 ans, notamment lorsqu'on est propriétaire, un peu moins lorsqu'on est locataire, ce qui fait qu'il y a un gros turnover dans les logements, et donc il y a effectivement un gros roulement autour de ces produits de consommation. Alors, juste pour parler de façon pragmatique des actions du gouvernement du Québec avant de revenir en France, mais c'est le petit clin d'œil, le gouvernement du Québec, lui, il souhaite recycler, en fait, si on parle de notre sujet, de la construction, des résidus de béton, de briques et d'asphalte. Ils veulent en recycler 80%. Ils ont déclenché un plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR. Et en l'occurrence, si on parle juste des déchets qui sont liés à la construction, à la rénovation, à la démolition, un acronyme, encore un autre, CDR, mais on utilise beaucoup d'acronymes ici au Québec, ils veulent justement orienter 70% de ces déchets de construction vers des centres de tri. Ça, c'est leur ambition. Et effectivement, ces centres de tri pourront permettre, par exemple, en évitant, parce qu'on parle notamment de l'enfouissement du bois, on construit beaucoup en bois ici au Canada, en tout cas au Québec. Le bois, lorsqu'on l'enfouit, la dégradation du bois va générer du méthane. Donc, si on veut effectivement limiter l'empreinte carbone, il est peut-être préférable de trouver d'autres sources. Et effectivement, le bois peut justement être transformé en contreplaqué et réutilisé, réexploité, tout comme les bétons qui peuvent être recyclés. En tout cas, le PMG en vigueur, lui, pour le coup, on va dire qu'il reste assez léger, notamment dans la ville de Montréal. On va plutôt favoriser je dirais, le discours autour des centres de tri. Et il y a une structure qui s'appelle Recyc Québec, qui reste concentrée plutôt sur les matières qui sont des matières liées à la consommation, comme les plastiques ou le verre. Et puis, ça va surtout se mettre en place d'ici à 2023. Donc, voilà, il y aura encore plein de journées du 1er juillet qui vont se passer. Pourquoi on en parle? C'est parce qu'effectivement, j'habite à Montréal, mais le WinLab, ça reste une structure française, parce que le 3C ABTP, dont j'en parlais tantôt, et vous trouverez quelques mots dans mon propos qui rappellent le fait que je suis à Montréal. C'est un incubateur qui a été créé justement par le 3C ABTP, le WinLab, pour pouvoir transformer le secteur. Alors, quand on parle de transformation du secteur, il est important de comprendre qu'il y a des défis. On en a parlé, effectivement, des défis autour de l'innovation, mais en tout cas des défis au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement. Et il est important d'acculturer les organismes de formation au métier du BTP à réapprendre, en tout cas à réadapter leur formation pour pouvoir répondre à ces enjeux. Parce que vous avez parlé de beaucoup de ressources, vous avez souvent cité les professionnels du BTP, sauf que les professionnels du BTP qui agissent aujourd'hui, mis à part la législation et les réglementations qui va leur imposer de recycler, de réemployer, s'ils n'ont pas compris le principe même et l'intérêt de réemployer, ça devient forcément beaucoup plus complexe. Et on va le voir justement dans cette notion, c'est ce qu'on souhaite faire justement au niveau de WinLab, c'est effectivement d'identifier des signaux faibles, comprendre un peu mieux les pratiques émergentes et puis les solutions innovantes, et justement, au travers d'actions, nous créer des synergies pour pouvoir les mettre à la disposition des professionnels du BTP de demain. C'est justement ce que j'ai appelé la phase observée. Alors, nouvelle phase, la phase d'accompagnement, c'est ce qu'on va voir sur cette deuxième étape. Et puis, vous avez ce premier visuel, c'est une photo qui est prise sur un écocentre. Là, on est dans le vif du sujet, on est du côté de Reims, puisque pour pouvoir retranscrire justement cette action du WinLab, on a lancé un partenariat avec Agir, un partenariat qui s'est concrétisé justement dans le BTP CFA de la Marne, qui est situé à Reims. BTP CFA qui forme spécifiquement aux différents corps de métier du bâtiment, que ce soit au niveau de l'intérieur ou de l'extérieur. Concrètement, ici, c'est une filière de BP maçon et qui a été formée dans leur programme de cours. Il y a eu effectivement des découvertes qui ont été guidées par Agir, mais également, on va le voir, dans les matières générales, on a essayé de connecter la notion de réemploi avec la réalité de leur métier.
Alors concrètement, ça va être dans les cours de géo, dans les cours de physique ou dans des cours de techno, indépendamment du geste métier du réemploi, parce que ça a été vu effectivement avec les formateurs métiers. Mais pourquoi j'en parle? Parce que concrètement, leur dire il faut réemployer, c'est très bien, leur donner le glossaire, le lexique, parce que c'est une bonne chose, mais réadapter cet élément-là dans leur quotidien, ça devient forcément un peu, abstrait. En échangeant avec les formateurs, notamment, je prends l'exemple de cette formatrice en géographie avec qui j'ai pu échanger, elle m'a expliqué que cette matière généraliste que la géographie, qui parfois peut paraître un peu déconnectée du quotidien du maçon, eh ben, elle a réussi finalement à réenchanter son propre cours et puis quelque part également sa propre vision de son métier, parce qu'elle a formé effectivement ces jeunes à mieux comprendre, grâce à la géographie, la notion finalement de circuit court, l'origine des matériaux, d'où ils pouvaient provenir, les carrières, les sites d'enfouissement ou les sites justement de création, hein, évidemment, et justement ce que le réemploi pouvait permettre d'éviter comme impact sur l'écosystème. Et donc, la géographie prenait finalement un peu tout son sens au travers de ça. Alors, concrètement, dans le programme de BP Maçon, il y a 18 heures de formation qui sont totalement dédiées à l'identification justement aux matériaux qui peuvent être réemployés, aux gestes métiers, donc au tri réellement qui peut être effectué, et évidemment, parce que vous en parliez tout à l'heure, la valorisation que l'on peut faire sur le chantier, une fois qu'on a bien identifié ces matériaux, qu'on a réussi à les trier, et effectivement qu'on est capable de voir ce qu'il peut rapporter sur le chantier, plutôt que d'être un poids sur la gestion des déchets. Alors, pour en savoir plus, il y a aussi un travail qui a été fait avec Agir. Il y a une série de Wheel Innovation Live qui a été réalisée en 2021. Vous pouvez d'ailleurs y accéder, ils sont sur notre chaîne YouTube. Et en l'occurrence, l'idée, c'était justement d'acculturer nos publics donc, au centre de formation. Donc, les formateurs, on les voit, les apprenants, c'est important, mais aussi les entreprises formatrices à ce sujet, finalement, du réemploi. J'avais promis d'être bref, et en l'occurrence, j'avais le souhait de vous présenter un applicatif assez concret, puisque durant cette année 2022, il y en a eu beaucoup d'événements au travers de WinLab, et notamment les trophées de l'innovation, qui sont venus récompenser finalement des actions et des pratiques, justement, et c'est pour ça que ce troisième point s'appelle valoriser, des pratiques innovantes qui ont été révélées dans les différentes écoles, en tout cas les centres de formation qui forment au métier du BTP. Et donc, The Box Office, c'est un projet justement innovant qui tient compte de ce sujet du réemploi, parce qu'il s'agissait finalement, dans le cadre d'un projet plus large, hein, qui est le défi de la réhabilitation, d'utiliser un maximum de matériaux qui sont issus du réemploi et du surcyclage, exactement, pardon, tout en limitant les chutes de matériaux. Pourquoi moi j'ai voulu mettre à l'honneur The Box Office? Parce que c'est un projet qui a été récompensé, qui a été mené par une apprentie, en tout cas qui a été présenté par une apprentie ébéniste qui s'appelle Camille Callens, et elle a été lauréate des trophées dans la catégorie Vision d'avenir, parce que ce projet, il est symptomatique. On a utilisé du bois en essayant de faire un cabinet de travail qui était design, orienté modularité, puis ergonomique, mais c'est certain qu'un apprenti ébéniste ne pourra pas tout seul mettre en place ce projet. Donc, elle a dû travailler en collaboration avec des étudiants en architecture, et ça tombe bien, je crois qu'il y en a dans la salle, mais aussi avec des compagnons. Elle fait partie des compagnons du devoir et des Tours de France de Villeneuve d'Ascq. Et donc, il y avait aussi un apprenti, un compagnon menuisier, un compagnon plâtrier, pour pouvoir effectivement voir de quelle façon on pouvait le mieux moduler ce cabinet de travail et le rendre viable et faisable. Et donc, concrètement, voici le rendu. Alors, évidemment, on peut encore l'habiller, on peut encore effectivement le moduler. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est arrivé finalement à un projet qui a été concrètement, je dirais, le fruit du travail d'une apprentie, et qui la rend, moi, je trouve, assez fière d'avoir quelque part réutilisé ce bois limité. Alors, on la voit justement là avec son trophée, et c'est ce que nous souhaitons fédérer au travers de WinLab. Comment justement valoriser cette action, comment valoriser cette implication et concrètement ce sujet du réemploi dans le quotidien des apprentis sur le terrain, pour qu'ils puissent savoir comment demain identifier les sources, trier et effectivement les valoriser, tout en limitant
comme l'a fait Camille, l'emploi de nouveaux matériaux et en limitant aussi les chutes de matériaux. Alors, pour reboucler la boucle avec Montréal, Camille, elle a fait partie de la cohorte qui est venue avec moi à Montréal découvrir l'innovation ici au Québec, même s'il y a plein de choses qui sont très bien faites en France et les talents, on les a vus il y a quelques minutes dans toutes vos présentations. Voilà, en tout cas, en résumé, l'action de WinLab, si vous voulez en savoir plus, il y a notre site internet. On sera ravis en tout cas d'échanger et de poursuivre cette aventure auprès de vous. Voilà pour moi. On met le micro pour que tu puisses entendre les applaudissements. Parce que, voilà. Et puis de toute façon, là, il n'y a plus de présentation, je peux utiliser. Voilà. C'est un peu la... Voilà. Donc comme ça, tu peux. Merci. Voilà. Maintenant, je vous vois de face, c'est assez agréable. Je fais une pub masquée pour Villette Mika. Petit placement de produit très discret. Peut-être le... Je ne sais pas ce qu'il y a par la suite. Alors après, on a fini. En fait, Olivier, on entend là quand je parle? Voilà, maintenant, on entend. Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Olivier pour cette intervention. Juste une question. Est-ce que ça veut dire que pour faire du réemploi, on doit travailler avec des jeunes artisans? Comment dire? J'aimerais dire que ce n'est pas le cas. J'aimerais dire que la majorité des artisans installés sont en mesure de le faire. Mais on est d'accord que le chemin est encore long, hein, et je pense qu'il est encore au moins aussi long qu'à Montréal-Paris. Nous, on pense fondamentalement que le changement viendra de ces futures générations. Et je dirais, pour aller plus loin et pour compléter, j'aime beaucoup cette question que tu me poses, Noura. Le 3CA BTP et WinLab sont impliqués aujourd'hui dans une grande démarche justement de recrutement et de formation au métier du BTP qui va être lancée donc, dans quelques semaines autour de la rénovation énergétique, parce que l'objectif, c'est quand même de former ces jeunes générations. Ça va passer par ces jeunes générations. Alors, ça va passer par les apprentis, ça passera aussi par les jeunes artisans. Je pense que les anciens, en tout cas ceux qui sont largement établis, en prennent aussi conscience. J'en parle beaucoup avec la CAPEB, notamment, lorsqu'on parle des artisans. Tout le monde en prend conscience. Le défi n'est pas uniquement sur les jeunes générations, c'est un défi de l'ensemble de la filière. Ce qui est certain, c'est que pour que le sujet du réemploi passe, il faut que les architectes travaillent avec les artisans, réellement. Et que les solutions qui soient mises en place soient réellement faites en collaboration étroite avec les artisans, avec les professionnels du bâtiment. Merci Olivier. À ce titre, on a un podcast sur le site Carbon Saver à propos justement de la négociation, avec un spécialiste de la négociation, de la diplomatie, sur comment j'embarque les artisans avec moi dans cette démarche de réemploi. Donc, pour résumer, ce qu'il disait, c'était qu'il fallait annoncer la couleur déjà, et ensuite, normalement, ça suit ou pas, mais à un moment donné, on est obligé de travailler avec ceux qui veulent vraiment aller dans cette voie-là, tout simplement, parce qu'un artisan qui n'a pas envie sur un chantier, on sait ce que c'est, il n'a pas envie, quoi. Donc, voilà. Il y avait eu plusieurs questions en ligne que je retranscris. Et il y avait une question de tout à l'heure qui n'avait pas fini d'être... on n'avait pas fini d'y répondre sur le temps passé supplémentaire à éco-concevoir lorsqu'on fait du réemploi. Donc, Studio Zéro, vous n'aviez pas eu le temps de répondre. Donc, est-ce que vous arrivez à répercuter ça dans votre facturation ou est-ce que vous êtes les Mères Teresa du réemploi de l'architecture? C'est pas forcément... Ça dépend. Il y a bien des réponses. Le réemploi, c'est pas... Ce qui est plus cher, c'est le temps passé sur le chantier. Et effectivement, c'est pas un temps qu'on facture forcément à nos clients. Parce que c'est déjà compliqué d'aller parfois lui dire qu'elle est réemployée des étagères qui sont chez elle, chez ce client. D'aller les récupérer, nous on prend du temps pour y aller, on prend du temps pour les amener à des artisans qui vont pouvoir les retravailler. Et c'est un coût parfois de stockage, de manutention, et parfois aussi de mise en œuvre.
Donc, en fait, c'est plein de choses nous, on amène une histoire à nos clients plus qu'une question de coût. Le client, il est content à la fin quand il peut raconter que son étagère, elle a une vie. Voilà. Enfin, ouais. Et juste pour compléter, je dirais qu'on essaye d'optimiser notre process et du coup, on est un peu les mères Teresa de l'architecture sur le réemploi. Mais à force d'optimiser, on arrive à faire des gains et tous ces réflexes qui sont mis en place et qui sont systématiques dans notre manière de concevoir nous permettent de retomber un peu sur nos pattes et de faire en sorte qu'on soit à des tarifs corrects. Avec nos fiches de diagnostic aussi qui sont super importantes, qu'on n'avait pas au début. Et maintenant qu'on les a, on sait comment... c'est du temps gagné, en fait, sur les projets. On a une question sur la demande des clients en matière de réemploi. Donc, ça s'adresse à toute la salle, s'il y a des architectes qui sont confrontés à ça. Est-ce que vos clients s'expriment sur le sujet? Est-ce qu'ils vous demandent d'aller du côté de l'économie circulaire quand ils font appel à vous? Est-ce que c'est leur démarche première ou bien c'est vous qui les appelez là? On va répondre. Je dirais qu'on s'est inscrit dans cette démarche-là et donc maintenant on est appelé pour cette démarche. Mais il nous arrive d'avoir des clients qui ne sont pas forcément initiés et donc c'est à nous d'aller faire tout ce travail pour les convaincre. Mais dans notre cas de figure, on s'appelle Studio Zéro, zéro déchet. On a commencé à avoir quelques références. On vient aussi d'un parcours professionnel qui fait qu'on a quelques contacts. On a fait aussi auparavant, par nos expériences, un peu déjà des métiers similaires, toujours dans cette démarche d'économie circulaire. Donc, pour nous, on est un peu appelé parce qu'on fait ça. Après, il faut qu'on puisse vivre aussi. Et donc, on a des clients pour qui c'est un non-sens de faire du réemploi. Donc, nous, on va leur amener autre chose. Parfois, c'est la recherche de matériaux, des matériaux innovants. Parfois, c'est la manière de mettre en œuvre un matériau ou ne pas jeter. C'est pas forcément réemployer, mais parfois ne pas construire. Donc, parfois, ne pas faire d'architecture, c'est la réponse à notre architecture. Mais effectivement, de plus en plus, on espère en tout cas que nos clients vont être sensibilisés et nous appeler pour ça. Alors, il y a peut-être des questions que vous posiez avant d'arriver là et peut-être vous pas mal de réponses. Est-ce que vous voyez aujourd'hui encore des freins, ceux qui sont architectes d'intérieur, scénographes parmi nous, qui voient des freins dans leur quotidien pour faire du réemploi, pour le favoriser? Moi, j'ai l'impression qu'en archi d'intérieur, il y a plein de solutions possibles et qu'il y a souvent que la réticence un peu des clients sur lequel on doit batailler un peu. Mais en scéno, j'ai l'impression que c'est très compliqué parce que matériaux qui doivent correspondre à des normes de sécurité, parce qu'il faut des grands volumes et que les metteurs en scène ont des idées hyper calibrées de ce qu'ils veulent à la fin. Et je parle de scéno, théâtre, opéra, des trucs comme ça. Même en musée, il y en a, mais c'est vrai que c'est... Donc ouais, de trouver, et c'est trop bien de se dire qu'il y a des sites maintenant où on peut venir piocher comme référence et ça fait un relais en fait. Et même dans le secteur artistique en particulier, sur la scénographie muséale et tout ce qui est aussi scénographie de spectacle, maintenant il y a des dispositifs qui récupèrent, qui stockent dans Paris pour que ce soit réemployé rapidement tout le monde en Paris. J'ai des noms qui donnent. Quel type de matériaux de réemploi dans le marché? Donc ça, on est un peu répondu à travers les différents exemples. C'est en fonction de ce qu'on trouve sur place quand même, essentiellement. Comment s'assurer l'adéquation? Alors, pareil, question sur l'adéquation entre l'offre de matériaux de réemploi disponible et le désir qu'on a au départ pour le projet. Donc, ça rejoint beaucoup ce que tu disais, Samuel, sur la démarche elle-même, qui est de commencer par ce qu'on trouve et pas être dans une volonté farouche d'exécuter ce qu'on a dessiné.
Et c'est finalement l'inversion du processus qui est qu'est-ce que j'ai et donc qu'est-ce que j'en fais. Et à quel stade et de quelle façon, alors ça c'est une question de Vinci Construction, à quel stade et de quelle façon peut-on vous accompagner dans la prescription des matériaux de réemploi? Donc un grand constructeur, vous dans votre pratique, comment est-ce que vous voyez comme en tant que ressource? En imposant 35% dans chacun des chantiers. Voilà, réglementairement dans le CCAP. Cahier des charges radical et qui va de fait créer une économie à un temps d'année. D'autres questions? On va boire, on va manger. Merci à tous. Merci beaucoup, Nora. Ouais, merci Olivier, j'espère que je t'ai avec ça a bougé, j'espère que tu n'as pas trop envie de vomir. Mais C'était parfait. C'était parfait. Salut. Bonne soirée à vous. Profitez bien du cocktail. Merci, ciao.